Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu que le NSDAP a fait face à une révolte DSA et nous allons reprendre là. Le 4 juillet 1931, la police de Munich occupe la Maison Brune, qui est le siège du NSDAP, et interdit par la même occasion l'uniforme brun de l'ASA en Bavière pendant 2 semaines. Le 6-7 juillet, entrée en vigueur du moratoire Over sur l'échelonnement des dettes allemandes. Donc nous avons vu dans les vidéos précédentes que le président américain Hoover reportait les dettes allemandes à cause de la crise. Le 9 juillet, Hitler rencontre Alfred Hugenberg du DNVP et ils publient tous les deux une déclaration selon laquelle leurs deux partis vont travailler ensemble au renversement du système en place. Donc le président Hindenburg, qui est du DNVP, convoquera Hugenberg pour lui dire son mécontentement. Donc il faut vous imaginer que le président est du DNVP et que les gens de son parti veulent le renverser, ou du moins renverser le système. Donc cela ne plaît pas au président. Et également pour ce 9 juillet, la région de Prusse interdit le roman à l'ouest, rien de nouveau, dans les écoles, donc dans les bibliothèques des écoles. N'oublions pas que dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que le film avait été interdit, finalement il avait été autorisé, et là la région de Prusse interdit le roman. Le 10 juillet, Hitler nomme l'économiste Walter Funk, qui était rédacteur en chef à la Berliner Börsen-Zeitung, donc il a démissionné, et Hitler l'a repris, et il devient le président de la commission du parti pour la politique économique. Donc Walter Funk a été présenté à Hitler par Gregor Stresser. Donc la particularité de Funk, c'est qu'il a des relations avec les dirigeants des industries et des banques. Et il va mettre en relation tout ce beau monde avec Hitler. Donc Funk dira: à cette époque, la direction du parti avait des opinions complètement contradictoires et confuses sur la politique économique. J'ai essayé d'accomplir ma mission en faisant personnellement comprendre au Führer et au parti que l'initiative privée, l'autonomie de l'homme d'affaires, les pouvoirs créateurs de la libre entreprise, etc. soient reconnus comme la politique économique de base du parti. Le Führer a personnellement souligné à maintes reprises lors des entretiens avec moi et les dirigeants industriels auxquels je l'avais présenté qu'il était un ennemi de l'économie d'État et de la soi-disant économie planifiée et qu'il considérait la libre entreprise et la concurrence comme absolument nécessaires afin de gagner la production la plus élevée possible. Donc nous allons voir que par la suite, c'est ce que Hitler va mettre en place et nous allons voir que même en temps de guerre, les industries, par exemple, seront en concurrence pour la création d'avions, etc. Ce qui ralentira un peu plus l'effort de guerre nazi au moment où elle en aura le plus besoin. Otto Dietrich, futur chef de presse du NSDAP, écrira: au cours de l'été 1931, notre Führer décida soudain de se concentrer systématiquement sur la culture des manières économiques influents. Au cours des mois suivants, il a traversé l'Allemagne de bout en bout, tenant des entretiens privés avec des personnalités éminentes. Tout rendez-vous était choisi, soit à Berlin, soit en province, à l'hôtel Kaiserhof ou dans une clairière solitaire. La confidentialité était absolument impérative. La presse ne devait avoir aucune chance de faire du mal. Le succès en était la conséquence. Donc cela aussi, c'est véridique. Hitler rencontrera énormément de grands patrons en privé, à Berlin ou autre, et c'est vraiment des réunions secrètes. Puzzi lui-même, dans son livre, écrira qu'il a accompagné de nombreuses fois Hitler à Berlin et qu'il n'a même pas assisté aux réunions. Donc Hitler s'absentait une vingtaine de minutes, il faisait sa réunion et revenait, et Puzzi ne savait même pas qui Hitler avait rencontré. Et cela arrivera toute la fin d'année 31 et aussi année 1932. Et aussi, pour la petite information, dès que Walter Funk est désigné responsable du parti nazi aux questions économiques, Large Larour
décide d'apporter son aide financière exclusive au NSDAP. Donc, si vous vous souvenez bien, l'Arche de la Ruhr, c'est une dizaine de magnats de l'industrie de la Ruhr qui se sont mis dans un groupe. Et en gros, c'est eux qui font la pluie et le beau temps dans la politique. Le 11 juillet 1931, banqueroute de la plus grande banque d'Allemagne à cause du retrait de toutes les devises étrangères. Le 12 juillet, afin d'éviter la panique et la propagande anti-gouvernementale de l'extrême droite et des communistes, promulgation d'une ordonnance restreignant la liberté de la presse. Le 13 juillet, le gouvernement Brüning ordonne la fermeture de toutes les banques et essaye d'intervenir pour maîtriser la banqueroute. Désormais, le système bancaire est pratiquement intégralement sous contrôle de l'État qui réglemente de façon drastique toutes les opérations. Hitler dira qu'il était satisfait de cette banqueroute car dans ces durs jours, la réalité s'est ouverte aux yeux de millions d'Allemands sur l'escroquerie, les mensonges et la trahison des trompeurs marxistes. Et il dira que, pour la première fois, les Allemands pouvaient constater d'eux-mêmes qui avait raison entre les escrocs du plan Young ou les hommes qui protestaient contre le plan Young. Donc il se dira heureux et content. Le 14 juillet 1931, Heydrich rentre officiellement dans la SS. Donc vous avez vu dans les vidéos précédentes qu'il avait rencontré Himmler, que Himmler lui avait donné un travail, qu'il avait réussi avec succès. Et cette fois-ci, il est admis dans la SS. Donc, pour information, une fois qu'il est dans la SS, Himmler mettra les points sur les i en disant qu'il ne doit plus courir après les femmes et qu'il faut qu'il se marie. Donc, dans la marine, il n'avait pas voulu se marier parce que on lui imposait la femme avec qui il devait se marier, ce qu'il ne voulait pas. Mais là, Himmler, en gros, lui dira de se choisir une femme, donc parmi certainement toutes les maîtresses qu'il a pu avoir, et il se mariera en décembre. Parce que la SS, dans l'esprit d'Himmler, c'est des hommes sérieux qui se marient et qui ont des enfants. Donc nous y reviendrons dans des hors-séries sur la SS ou sur Himmler. Et en gros, ce mariage sert aussi pour dire que regardez, la marine m'a viré, mais ce n'est pas parce que je ne vais pas me marier, mais pour d'autres raisons. Donc en gros, c'est aussi un mariage pour laver son honneur, pour que cela ne fasse pas tâche pour la SS. Fin juillet, Hans Luther, président de la Reichsbank et ministre des Finances, décide le contrôle des changes et relève le taux d'intérêt à 15%. Pour ce mois de juillet 1931, Goebbels nous dit qu'il a une altercation sérieuse avec Himmler sur justement le sujet de l'espionnage SS. Goebbels en reparle de vive voix avec Hitler lors d'un long entretien et Hitler se dit encore une fois horrifié et décrète la dissolution immédiate du bureau. Donc encore une fois, nous ne savons pas si Hitler était au courant, mais dans tous les cas, le bureau ne sera pas dissous. Après, n'oublions pas que aussi les SS espionnaient Goebbels parce qu'il avait un lien avec les SA, il s'entretenait avec Sten, donc il est possible que dans la tête d'Himmler, il ait cru que l'instigateur des révoltes SA était Goebbels, en sachant que certains soupçonnaient Goebbels ou Göring d'être justement l'instigateur de ces révoltes. Mais il n'y a pas de source, pas de preuve évidente que ce soit le fait d'un des deux personnages. Donc pour ce mois de juillet, alors que l'Allemagne tombe en pleine crise, Goebbels part en vacances avec Magda et la grand-mère de Magda, âgée de 80 ans. Et il profite pour écrire Combat pour Berlin. Donc il écrira 300 pages en 14 jours. Donc Goebbels nous parle de ses vacances, que ça se passe bien, qu'il a des disputes avec Magda, parce que Magda lui parle de ses premières relations amoureuses, et le fait qu'elle n'a pas été fidèle avec son premier mariage. Nous y reviendrons dans la hors-série sur Magda. Et Goebbels, qui est jaloux, se dispute avec elle. Donc Goebbels se demande pourquoi, quand tout va bien, il faut qu'il y a du malheur.
Et en même temps, quand les journées se passent bien, il se dit qu'il a honte de passer des bons moments alors qu'en Allemagne, c'est la crise. Donc Goebbels nous parle que dans cette crise, l'Allemagne doit faire un crédit à l'étranger et que la France est le seul pays européen non touché par la crise, mais que la France demande des concessions politiques et autres en échange des crédits. D'après Goebbels, l'interdiction du parti nazi en fait partie. Donc il nous dit également que la France accepte de faire une aide financière à l'Allemagne en échange d'un crédit à long terme et que l'Allemagne doit s'engager à ne plus remettre en cause le plan Young et le traité de Versailles pour une durée de 10 ans. Et l'Allemagne refuse immédiatement. Pour ce mois de juillet également, nous savons que l'Allemagne compte 4 millions de chômeurs, sans compter les chômeurs partiels et ceux qui ont perdu leur droit à l'indemnité. Donc, il y a beaucoup plus que 4 millions de chômeurs en Allemagne pendant cette période. Le 2 août 1931, Hitler nomme Otto Dietrich au poste de chef du service de presse du NSDAP. Donc il faut voir en cela les problèmes que le NSDAP peut rencontrer avec ses divers journaux. Par exemple, Hitler réprimandera Rosenberg, qui écrira dans son journal des choses dont Hitler n'est pas d'accord, et aussi par exemple le journal de Landgraf, dont Goebbels des fois n'est pas maître de ce qu'il y a dedans. De plus, ce Otto Dietrich a de très nombreuses relations dans les milieux d'affaires, dans les syndicats des patrons miniers, et il connaît énormément de propriétaires de journaux. Le 3 août, l'Autriche et l'Allemagne annulent leur accord douanier. Les affaires étrangères sont remises entre les mains du chancelier Brüning et le service de travail volontaire pour les chômeurs est mis en place en Allemagne. Le 5 août, réouverture des banques allemandes. Le 6 août, la ville de Francfort récompense du prix de l'Institut Goethe le psychanalyste Sigmund Freud pour ses travaux. Le parti du NSDAP de Francfort proteste contre cette récompense. Le 9 août, échec du référendum organisé conjointement par le NSDAP, le Stahlhelm, donc casque d'acier, et les communistes pour renverser le gouvernement social-démocrate de Prusse dirigé par Karl Severing. De nombreux militants et électeurs du Parti communiste sont choqués par cette alliance. Donc il faut savoir aussi, pour information, que le NSDAP et les communistes se tapent dessus, mais cela ne les empêche pas de faire des alliances pour attaquer un autre parti ou pour faire passer une loi au Reichstag. Le 19 août, un comité d'alliés d'experts financiers déclare que le plan Young est inapplicable, en raison que l'Allemagne ne peut pas payer sa dette, même si les échéances sont retardées. Donc pour ce mois d'août, Goebbels nous dit que son journal Landgraf est interdit pendant 3 jours, que 3 agents de police sont abattus par les rouges. Il dira également qu'un camarade du parti a volé dans la caisse 1000 marques. Et Goebbels rajoutera que c'est un grand blessé de guerre, qu'il a 2 enfants et que Goebbels aurait mis sa main à couper de son honnêteté. Il dira que justement la période de crise fait faire aux gens n'importe quoi. Donc l'histoire ne dit pas si ce personnage a été viré du parti ou non, mais Goebbels dans son journal dit qu'il n'ébruitera pas l'affaire. Donc fin août également, le journal Landgraf est interdit pendant 6 jours. Donc là encore une fois, dans ce cas-là, Goebbels dit que c'est mérité, mais que ce n'est pas lui le responsable, que c'est d'autres personnes qui ont écrit des articles qu'il ne fallait pas, et qu'il allait leur régler leur compte. Et pour ce mois d'août, Goebbels fait un compte-rendu à Rome sur la SA de Berlin, qui comporte 6000 membres. Goebbels nous dira également qu'Hitler a émis un jugement fantastique sur Magda. Goebbels offre également Mein Kampf à Magda, ce qui est pour lui une preuve d'amour. Et fin août, le journal La Berliner Tribune publie un article comme quoi Goebbels aurait une relation avec une prostituée bien connue de Berlin.
la réaction de Goebbels est qu'il prend 6 SA avec lui, et d'après ce qu'il raconte, des bons gaillards, et leur objectif, c'est d'aller au journal pour tabasser le coupable de l'article. N'étant pas là, les SA saccagent les bureaux. Ordre à la SA est donné de retrouver le journaliste. Donc Goebbels nous raconte une autre sortie qu'ils font avec Hitler et d'autres femmes. Ils doivent aller au cinéma, mais il n'y a plus de place dans la salle. Donc tout le monde se retrouve chez Magda. Goebbels dit qu'Hitler est ravi et que la compagnie de jolies femmes est de son goût. Il dit que la conversation ne vole pas haut et qu'il préfère jouer de la musique. Il dit également que Magda affiche une attitude quelque peu compromettante vis-à-vis du chef et qu'il en est malade. Goebbels rajoute que Magda n'est pas parfaitement dame. Il dira par la suite qu'il ne ferme pas l'œil de la nuit et qu'il faut qu'il procède à certains ajustements. Il rajoute « Elle n'est, je le crains, pas sûre en matière de fidélité. Ce serait terrible. Je souhaite au chef une femme qui ait du cœur et de l'aménité. Cela lui manque tant. » Donc nous pouvons voir que Magda fait un peu du rentre-dedans à Hitler et que Goebbels est un grand jaloux. Pour ce début septembre 1931, suite à la plainte de la France à la Cour d'arbitrage de La Haye pour l'unification douanière germano-autrichienne, le tribunal de La Haye condamne le projet de création d'une union douanière germano-autrichienne. Mais en août, l'Autriche et l'Allemagne avaient déjà décidé d'annuler cette relation. Le 8 septembre, les minorités allemandes de Pologne se plaignent à la Société des Nations sur l'attitude discriminatoire du gouvernement polonais. Le 12 septembre 1931, jour de la fête de Yom Kippour, le comte von Eldorf, nouveau chef de la SA de Berlin, lance ses troupes dans les quartiers luxueux pour attaquer les passants aux allures juives. 30 SA seront arrêtés par la police et aussi Eldorf et 2 membres de son état-major. Bilan, 23 SA ont des peines de prison. Eldorf et ses 2 chefs d'état-major ont 6 mois de prison pour incitation à la lutte des classes. 2 autres SA sont accusés et ont 4 mois de prison et 3 autres SA sont acquittés. L'ensemble des condamnés font appel. Ils sont maintenant 44 sur le banc des accusés. Goebbels y est cité comme témoin. Le tribunal prononce son jugement définitif en février 1932. Donc il y a 22 acquittements et pour Eldorf il n'y a plus de prison mais seulement 100 marks d'amende pour avoir insulté 2 passants. Et Karl Ernst a également 100 marks d'amende pour avoir insulté 2 passants. Un SA écope de 4 mois de prison, coupable de troubles à l'ordre public, et 19 SA ont entre 6 et 10 mois de prison pour troubles à l'ordre public. Le 18 septembre, mort de Gélie Robal, nièce de Hitler, qui s'est suicidée. Donc je vais en faire un hors-série parce que si j'en parle dans cette vidéo, la vidéo sera vraiment trop longue. Donc il y aura un petit hors-série sur Gélie. Le 27 septembre, visite à Berlin des hommes politiques français Pierre Laval, président du Conseil, et Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères, pour discuter du problème des réparations et des possibilités de rapprochement franco-allemand. Il y aura des manifestations anti-françaises qui déclarent qu'elle n'accordera pour sa part aucune valeur juridique aux engagements souscrits. Le 29 septembre, le syndicat patronal allemand lance un ultimatum au chancelier Brüning pour qu'il baisse les salaires, réduise les charges sociales des entreprises et les exonère d'impôts. Le 30 septembre, réplique des syndicats ouvriers qui demandent une réduction du temps de travail, une augmentation de l'allocation chômage et un contrôle de l'État sur les industries et les banques. Pour ce mois de septembre, Goebbels nous parle encore de sa jalousie. Donc il dit « Appel de Magda. Le chef l'a appelé et s'est invité à dîner. Le félon. Tu viens quand tu veux. Nuit épouvantable. Jalousie torturante.
Donc Goebbels pense que Hitler a des vues sur Magda, ce qui n'est pas le cas. Par la suite, nous pouvons constater qu'Hitler va souvent chez les Goebbels, il apprécie la compagnie de Magda, et Magda lui rend visite également à la chancellerie. Et lorsque Hitler est en voyage dans les hôtels, c'est Magda qui lui fait à manger et qui les met dans des tupperwares. Hitler aime sa nourriture et il a peur également de se faire empoisonner par le personnel de l'hôtel qui est pour lui communiste. Donc, encore une fois, Hitler aime la compagnie des femmes, on dirait entre guillemets, bêtes, mais il aime également la compagnie des femmes qui sont très intelligentes, avec qui il peut avoir des conversations, et Magda est une femme très intelligente. Donc Goebbels sera toujours jaloux, mais pour Hitler, il ne sera plus du tout jaloux, c'est juste sur le moment, il ne connaît pas les intentions d'Hitler. Donc, par la suite, Goebbels nous dira que l'archevêque de Mayence a décidé de priver de sacrement les militants nazis, et il a privé l'enterrement religieux d'un membre du NSDAP. Goebbels dit qu'il préfère quitter l'église, mais que la discipline du parti lui interdit. Donc Hitler avait donné l'ordre aux membres du NSDAP de ne pas quitter l'église, de se marier à l'église, de faire les baptêmes religieux, etc. Et Goebbels obéira aux ordres. Goebbels dira également qu'un local SA a été attaqué par les communistes et qu'il y a eu un mort et 4 blessés graves pour les SA. Hitler parlera de Magda, encore une fois à Goebbels, et il dira « Une femme aussi intelligente que belle, elle ne va pas vous entraver, mais vous pousser en avant. Soyez heureux. » Goebbels rajoute « Les rapports entre nous trois seront excellents. Il sera notre ami le plus fidèle. » Donc Goebbels, encore une fois, revient sur Landgrif, qui a une interdiction pour 8 jours. Par la suite, Goebbels est informé de la mort de Gilly, la nièce d'Hitler. Il dit « Comment le chef va-t-il surmonter cela? Il est injustement frappé par le destin. Pauvre Hitler, on voudrait le prendre dans les bras et lui prodiguer des paroles de consolation. » Pour ce mois de septembre également, Goebbels nous dit qu'il a fait la paix avec Gregor Stresser. On peut le dire entre guillemets. Goebbels reviendra sur la mort de Gilly, sur justement ce que les journaux pourraient dire, et que lui-même et Magda sont tout abattus et tristes. Goebbels nous dit également qu'il est reçu à la chancellerie par Brüning, qu'il le trouve aimable, et il parle de la terreur rouge. Il dit à Brüning qu'il n'est pas antisémite, et il essaye de protéger Eldorf pour qu'il y ait une condamnation un peu moins lourde. Brüning lui dit qu'il est content de la réserve du NSDAP sur l'affaire de la visite des politiciens français. Donc, comme je vous l'ai dit, qu'il y a eu des manifestations anti-françaises, mais que le NSDAP s'est abstenu de manifester. Donc, il faut savoir que Brüning s'était déjà rapproché un peu de Göring, mais que Göring a été plutôt froid et distant, et c'est pour cela certainement que Brüning cherche à se rapprocher de Goebbels. Et j'allais oublier, pour ce mois de septembre, pour finir, la mère de la femme de Göring est décédée de façon inattendue, et Karin Göring, contre les ordres des médecins, se rend à Stockholm avec son mari Göring pour assister aux funérailles. À la suite de ce voyage, le lendemain, Karin a une grave crise cardiaque et elle ne va pas s'en remettre. Il ne lui reste qu'un mois à vivre. Et Hermann Göring reste à son chevet. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.